moi j'ai joué le jeu, je me suis limitée à 6 slides, donc ça devrait aller vite, on va récupérer du temps. Mon propos est donc sur la roadmap de développement de technologies électrochimiques. Je focalise exclusivement sur les batteries. Il faut savoir que le CEA développe des batteries, et puis dans mon unité, je ne développe pas de batterie. Je suis neutre technologiquement, je choisis la bonne batterie pour la bonne application. Du coup, je suis plutôt en train de travailler, enfin de présenter les travaux menés par mes collègues de Grenoble. Je vais quand même l'édulcorer avec certaines remarques personnelles. Donc, la technologie cœur de développement à l'heure actuelle, elle est vraiment en ligne avec la présentation de Pierre. Vous avez un ramp-up phénoménal sur le lithium. Et donc, ces technos se caractérisent par des performances qui sont assez exceptionnelles et une flexibilité qui est exceptionnelle, ce qui justifie l'engouement. Mais il y a d'autres facteurs et j'y viendrai ensuite. Toutefois, on ne développe pas que ça, parce que les technologies de batterie et de stockage électrochimique se caractérisent par... elles sont toutes différentes. Chaque fabricant va vous vanter les qualités de sa technobatterie. Et toutefois, il y a des technologies diverses et variées qui ont tout un potentiel un peu différent de développement. Alors je vais commencer par l'ancêtre de la batterie au plomb. Alors, je suis un peu connue pour ma marotte pour le plomb, parce que j'ai une thèse en plomb. Et c'est une techno qui fait encore 90% du marché en coût. Et je pense 95% du marché en kilowattheure installé, parce qu'elle coûte quand même vraiment pas cher. Et donc le potentiel de cette techno-là, pour ce qui est du stationnaire, est encore relativement important au niveau développement, parce que elle a été beaucoup utilisée pour le démarrage, et elle l'est toujours. Et donc les principaux travaux, ils ont porté jusqu'à présent à augmenter la densité énergétique du plomb. Pour le stationnaire, en revanche, ce qu'il faut augmenter, c'est principalement sa longévité. Donc là, il y a encore un potentiel de travail relativement important. Après, dans les travaux menés, il y a tout ce qui peut être base nickel, en particulier donc, le nickel avec une électrode de zinc de l'autre côté. L'avantage de l'électrode de zinc, c'est vraiment son coût. Et avoir une bonne électrode de zinc qui est réversible, qui était un des verrous technologiques sur cette techno-là, qui est quand même en train d'être levé, alors pas du tout chez moi, mais plus chez EDF par les collègues des Renardières, ça nous conduit à une techno qui est très très attractive, qui est celle-là, le métal-air. C'est-à-dire j'ai d'un côté du zinc vraiment pas cher, et de l'autre côté une électrode réversible à air, qui elle a l'avantage de ne pas avoir à embarquer son matériau. C'est juste on va dire un collecteur avec quand même un peu de catalyseur qui fait l'électrode à air. Alors le problème de l'électrode à air, c'est qu'elle doit faire papa, maman, c'est-à-dire qu'elle doit être avec peu de surtension à l'oxydation, peu de surtension à la réduction. Et alors une idée que j'ai trouvée quand même assez attractive, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on devrait faire et l'oxydation et la réduction par la même électrode, pourquoi on n'en aurait pas deux et on switch de l'une à l'autre en fonction du sens du courant. Encore une fois, je fais de la pub pour EDF, c'est pas fait à la maison. Donc à mon sens, la quintessence de la batterie low cost sur le long terme pour le stationnaire, c'est le zincaire. Après, c'est une technologie aqueuse, les rendements ils sont pas ceux qu'on attend et ça sera jamais du lithium-ion au niveau des performances et des rendements. Toutefois, au niveau des coûts, il n'y a rien qui pourrait être moins cher que ça. Donc ça, c'est pour l'instant encore du fort long terme, mais c'est une des voies qui est à suivre attentivement. Surtout qu'on a une petite société en France qui fait une excellente électrode réversible de zinc et qu'ils n'arrivent pas à rentrer sur le marché alors qu'ils ont la techno qui nous permettra de faire ça. Donc ça, c'est quand même assez dommage au niveau politique industrielle française. Bon, voilà, en passant. Donc après, dans les différentes technologies, on porte une attention très spécifique sur deux technos qui sont le lithium-soufre qui va nous permettre d'augmenter la densité d'énergie
avec un matériau, le soufre, qui est quand même très très disponible. Pour l'instant, les puissances et les durées de vie sont encore pas maîtrisées, donc on est sur du prospectif, et enfin, d'expérience entre le truc qui tourne en labo et la chose qu'on va pouvoir retrouver dans nos véhicules ou dans le stationnaire, il se passe quand même entre 5 et plus années. Donc on est quand même à une perspective commercialisation, c'est pas demain. L'autre voie qu'on investigue assidûment, en particulier qui bénéficie du crédit de poids de Jean-Marie Tarascon, c'est les batteries sodium-ion. Donc un ion sodium qui est échangé à la place de l'ion lithium, ça résout nos problèmes de ressources qu'on n'a pas encore sur le lithium, parce qu'on n'envisage pas qu'avant d'avoir quelques dizaines de millions de véhicules sur les routes, on puisse avoir des problèmes de ressources. Puis en plus, si c'était cher le lithium, ça se recyclerait et on pourrait le récupérer, et ce serait rentable de recycler les batteries lithium-ion, ce qui n'est encore pas le cas. Donc voilà les deux voies technologiques qui sont vraiment beaucoup privilégiées par mes collègues de Grenoble, parce que la question elle est souvent, et après le lithium, on voudrait piloter, driver vraiment par la croissance du marché du véhicule électrique. L'idée c'est d'augmenter encore les densités énergétiques, parce que 170 km d'autonomie, c'est encore un peu frustrant, et on ne peut pas tous se payer une Tesla. Donc nos technologies lithium-ion, elles se basent sur différents matériaux d'électrodes positives. On est réputé pour travailler fortement sur le phosphate de fer. Phosphate de fer, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas trop de matériaux rares, il n'y a pas de cobalt, de choses comme ça. Donc ça promet des facteurs de coût plus faibles. Toutefois, vu que la densité énergétique est moins importante, il ne bénéficie pas des réductions de coûts liées à la courbe d'expérience du fait des volumes de production, qui sont plus orientés vers les véhicules électriques. Donc c'est une technologie qui a un petit peu du mal à émerger malgré tous les avantages qu'elle présente. Sur les négatives, il y a tout ce qui est sur les matériaux titanates. Alors ça, longévité hallucinante. Ça, je parle en connaissance de cause, je ne fais pas de la pub pour qui que ce soit, c'est juste parce qu'on l'a testé et c'est vraiment impressionnant. Donc moi, je parle de matériaux commerciaux, les collègues de Grenoble, ils développent des choses qui s'optimisent. On a juste un petit problème de dégazage. Donc différents types d'électrolytes. La difficulté qu'on a à l'heure actuelle, c'est la stabilité des électrolytes. Tant qu'ils seront liquides et qu'ils sont capables de brûler, on risque d'expérimenter des Dreamliners. Donc oui, il y a une recherche qui est faite sur sur ces électrolytes-là pour les remplacer, parce que intrinsèquement, tant qu'il y aura des électrolytes liquides organiques, elle pourra brûler cette batterie, c'est juste inhérent. Alors après, il y a plein de méthodes de résoudre, de mitiger ce risque-là, il faut avoir de la gestion, etc., mais elle n'est pas intrinsèquement sûre. Et puis donc des travaux sur le packaging. Donc les exemples de roadmap qu'on peut avoir sur chacune de ces technologies que je vous ai citées, on en a une par techno, et puis avec plein de gens qui travaillent dessus. Donc je vous ai juste mis un exemple pour par exemple le lithium-ion en densité, d'abord sur les matériaux enrichis lithium, et puis après sur high energy cathode. Donc on ne met pas toutes nos recettes dedans évidemment, et les compétiteurs sont nombreux. Alors c'est sur ça que je veux m'appesantir aujourd'hui, avant de passer au dernier slide. C'est un exemple de courbe d'apprentissage de la techno-lithium. Pourquoi est-ce qu'on a une montée en roquette de la capacité installée en lithium-ion? C'est parce que c'est la seule technologie qui bénéficie des effets de volume, du fait qu'elle satisfait à deux marchés, le stationnaire d'une part et la mobilité d'autre part. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de projets en stationnaire qui s'installent, c'est parce que les prix ont décru du fait des augmentations de volume en prévision du marché du véhicule électrique. Donc on a un peu de surcapacité en lithium-ion. C'est du lithium-ion principalement fait pour les véhicules. Alors il s'adapte tout à fait au stationnaire. Alors au modulo, il y aurait peut-être mieux que ça, mais c'est
quand même déjà pas si mal, le lithium du véhicule pour le stationnaire. Et donc ce qui a été fait là, c'est Winfried Hoffmann, qui est un monsieur du photovoltaïque, qui a pris les études de Christophe Pillot de la Vicenne, en pris chaque année, et puis qui a reconstruit la courbe d'apprentissage qu'on connaît bien par exemple pour le photovoltaïque. On le lit comment? C'est une échelle logarithmique et c'est à chaque doublement de la capacité, quelle est la pente de ma droite en réduction de coût. Et on voit que cette pente, elle est 15%. Chaque fois qu'on double la capacité de batterie installée sur cette techno-là, on réduit de 15% le coût de la techno. Ce qui donnerait une baisse de coût extrapolée quand 1 TWh serait installé à 100 $ du kilowattheure. Alors, le modulo de ça, c'est que c'est mathématique pure. Il y a le bill of material, le bilan de coût matière, dont certains positionnent plutôt à 200 $, d'autres à 150, d'autres à moins. Toutefois, d'expérience, on achète des éléments, puisqu'on prend les éléments commerciaux, on arrive à payer des éléments 18650 NMC à 200 $ le kilowattheure. Donc on est là, enfin, on est déjà là. Alors, c'est pas nécessairement les éléments Panasonic de la Tesla, hein, mais c'est du NMC, donc c'est quand même une technologie standard qu'on rencontre et qu'on peut intégrer dans pas mal d'applications. Donc, en 2030, si le marché maintiennait sa croissance annuelle de 31%, on serait sur ce genre de coût assez incroyable de 100 $ du kilowattheure. Voilà, même le point, il commence à avoir drôlement du mal parce que les longévités de ces technos-là, elles sont quand même assez stupéfiantes. Donc, ça m'a amené à beaucoup repenser il y a une technologie pour chaque application, toutes les technologies ont leur chance, et là, je partage avec vous plutôt ma difficulté de positionnement. Une courbe d'expérience de ce type-là, ça peut vraiment rebalayer le domaine, le paysage du stockage d'électricité. Voilà, alors mon dernier point, il est sur le fait que la roadmap technologique que je vous ai présentée, elle s'arrête à l'élément batterie. Derrière un élément batterie pour faire du stockage stationnaire, il y a tout un système, et chaque technologie a un système différent, qui est plus ou moins complexe. Donc oui, vous avez le DC, et puis au niveau DC, les performances en durée de vie, etc. Mais derrière, il faut faire une gestion électrique, une gestion thermique. Il faut faire la sélection et le dimensionnement optimal qui est bouclé avec la stratégie de gestion, puisque vous savez bien que vous faites une batterie un peu plus grosse, vous ne la chargez pas complètement, elle s'appelle lithium-ion, elle vieillit moins vite, etc. Derrière, il faut une architecture électrique avec de la conversion. Il faut éventuellement de l'air conditionné, du rafraîchissement. Il faut du management. Donc, c'est tout ça qui va faire la performance et le coût du système. Et des fois, c'est vraiment à des lieux de la performance et du coût de la technologie de stockage. Mon expérience personnelle, batterie redox à circulation, sur des éléments, des technos commerciales, on vous dit 75% de rendement, c'est une batterie 10 kW. Les 10 kW, je peux quasiment jamais les soutirer parce que je suis jamais dans l'état de charge qui me permet de soutirer 10 kW. Et le rendement sur une année d'opération, on est à 50%. Parce que mon convertisseur qui est jamais dans un point de fonctionnement où j'arrive à tirer un rendement satisfaisant du système. Donc toutes les comparaisons qu'on va faire au niveau DC, elles ne vont pas avoir de réalité au niveau stockage stationnaire, au niveau AC. Donc il y a vraiment tout cet aspect système qui est un composant primordial de la roadmap technologique. Et pour l'instant, c'est super simple de dire moi je fais une batterie à tant de densité, etc. Après, faire l'évaluation comparative au niveau système, ça devient beaucoup plus complexe. Et si on ne se donne pas un système de référence avec un profil temporel de référence auquel il faut satisfaire pour comparer, et après on compare des poires et des scoubidous. Donc là, je voulais attirer votre attention sur ça et j'en ai fini.